François Bégodeau est un intellectuel dit de gauche qui est un véritable tueur dans les débats. Je n'ai vu personne lui résister jusqu'ici ou ne serait-ce que le mettre en difficulté. Mais au hasard d'un tweet, je viens de découvrir qu'il fait l'éloge de la pauvreté. Nous ne voulons pas sortir de la pauvreté, mais y entrer et y rester. Quand j'ai lu ça, j'ai sauté au plafond à tel point que j'ai eu du mal à me désencastrer pour revenir sur Terre. Donc je ne suis évidemment pas d'accord avec ce qu'il dit, et ce n'est pas parce que je serai technophile accélérationniste. C'est parce que c'est inepte et j'espère vous le démontrer par la suite. Mais dans les débats entre intellectuels, il y a une règle implicite qui dicte qu'on ne s'en prend pas à la personne, mais à ses arguments. Et je vais faire tout l'inverse dans cette vidéo. Je vais m'en prendre à qui est François Bégodeau. Vous allez comprendre pourquoi. Car pour moi, c'est bien de ça qu'il est question ici. C'est bien ça qui est le problème. Alors, qui est François Bégodeau? Avant que je n'en vienne aux arguments factuels, vous allez comprendre l'importance de ne pas se limiter à ces déclarations. Donc c'est un rentier, c'est lui qui le dit, pas moi, qui est extrêmement intelligent. J'avais analysé son débat que je trouvais traité d'un vrai sujet avec Laurent Ozon sur la question de la remigration et de l'identité française. Une vidéo disponible pour les membres de la chaîne. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert, encore une fois, c'est lui-même qui le dit, il n'a pas de pulsion sexuelle. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est un rentier qui n'a pas d'enfant, qui n'en aura pas, qui jouit d'une intelligence hors norme et d'énormément de temps pour se cultiver, donc qui ne connaît pas la pauvreté dans sa chair. Il ne connaît ni la pauvreté intellectuelle, ni la pauvreté matérielle. Et là-dessus, je suis nietzschéen, je pense qu'on pense avec notre corps, et pas indépendamment de notre corps. Et ici, ça ressort d'une manière, comment dire, cruelle, absurde, indigente. Comme le Christ, nous sommes venus affirmer la pauvreté. On va y revenir aussi là-dessus. Pourquoi je suis si outré par de telles déclarations? Bien regardez, je vous montre ici les graphiques. Alors je veux garder celui-là en réserve. Hop, voilà. Je vous montre les graphiques de la transition démographique que, a priori, vous connaissez tous. Et moi aussi, j'avais déjà vu ces graphiques. Bon voilà, on voit ici en taux pour 1000. Voilà, je vous montre ici, en plus gros. En taux pour 1000, on voit la mortalité qui baisse, puis suivie par donc la mortalité ici qui baisse, suivie par la natalité qui baisse. Donc quand on n'a pas d'enfant, on n'est pas concerné par tout ça. Et ça, ce chiffre-là, vous dites, ouais, 40 pour 1000, bon ok, c'est pas si élevé que ça. On passe maintenant à environ, on voit pas bien là, peut-être 5 pour 1000, 3 pour 1000. Bon, c'est pareil sur d'autres graphiques qu'on peut voir, hein. Ici là, 30. 40, et on arrive à 10. Bon, on se dit, ça a diminué par 3. Évidemment, on sait tous que l'espérance de vie est passée alors ça dépend des périodes exactement, mais grosso modo d'une trentaine d'années d'espérance de vie à aujourd'hui 80. Et pendant longtemps, pour moi, ma connaissance de la transition démographique s'était limitée à ce chiffre un peu abstrait. Et un jour, au détour d'une lecture, j'ai découvert ce que ça signifiait concrètement. Et c'est là où vous allez voir à quel point c'est choquant d'affirmer une chose pareille. Et je vais faire le lien avec le libéralisme juste après parce qu'il dit le libéralisme s'honore d'avoir sorti des millions de gens de la pauvreté. C'est passablement faux. Il crée autant ou moins de pauvres qu'il en supprime. Mais même si c'était vrai, ce ne serait pas un argument en sa faveur. Oui. On va voir ça. J'y viens. Donc pour moi, ça a été un énorme choc, hein. Quand j'ai découvert ce que ça signifiait en vrai, ce chiffre-là. Ça veut dire, et vous pourrez vérifier si vous le voulez, que un enfant sur 2 n'atteignait pas l'âge adulte. Et ça concernait autant les riches que les pauvres. Au Moyen-Âge. Là, on était en 1800 à peu près ici. Un enfant sur 2 n'atteignait pas l'âge adulte. Pour tout le monde. Si vous vouliez avoir 2 enfants, il fallait en faire 4. Je sais pas si vous imaginez le traumatisme que c'est de perdre un enfant. J'ai vu quelqu'un à qui c'est arrivé, j'ai croisé son regard pendant une fraction de seconde, je peux vous dire que j'ai vu un trou noir. Donc le libéralisme, c'est ce qui nous a sortis de cet état grâce à la production de richesses. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça encore en arrière, hein. Et là, vous voyez ici, là, on est dans les vidéos récentes, il y a 7 jours. Bégodeau a le bras en bandoulière. D'après vous, il se serait passé quoi s'il était pauvre? Est-ce qu'il aurait pu aller à l'hôpital tranquillement, se faire mettre une écharpe pour son bras, et il serait, 2 jours plus tard, en train de pavoiser sur les plateaux de télé ou dans les salons YouTube, je ne sais pas, peu importe. Il n'était pas rentier. Vous savez ce que ça signifie
comme ça, de se blesser quand on doit travailler dans les champs parce qu'on est pauvre et qu'on n'a que ça pour vivre et qu'on ne sait pas si on va passer l'hiver, si la récolte n'est pas bonne. Donc voilà, le libéralisme, le méchant libéralisme, qui crée des inégalités de richesse. Ouais, parce que oui, d'accord, tout le monde ne se sort pas de la pauvreté au même moment. C'est-à-dire qu'il y en a, ils y arrivent avant d'autres parce que ils ont développé des machines qui leur permettent de décupler leur production agricole, d'avoir des hôpitaux, des routes, des ambulances qui les amènent à l'hôpital. Et aujourd'hui, on en est là. Voilà la courbe du libéralisme. Donc on est passé, si on regarde la courbe de l'extrême pauvreté, on est passé de 76% d'extrême pauvreté. C'est-à-dire que était considéré pauvre probablement en 1820, 95% de la population, peut-être plus. On est passé à 9% qui vivent à un peu moins de 2 euros par jour. Alors ok, vous vivez dans la forêt amazonienne ou dans la jungle africaine, je sais pas, et peut-être que vous êtes très heureux, je ne critique pas, et vous vivez sans argent, essentiellement. Il y a des tribus qui n'ont pas encore fait contact avec la civilisation et qui ne connaissent pas l'argent. Très bien. Mais n'oubliez pas que ici, là, même celui qui était le plus riche en 1820, mais disons en 1750, vous allez comprendre pourquoi je prends cette date. Mais même celui qui était tout en haut, à cette époque-là, le roi, il jouissait de moins de confort et d'avantages que nous aujourd'hui. Quand le roi était malade, c'était pas la fête au château. Apparemment, j'ai oublié si c'était Louis XIV ou un autre roi, mais bon bref. Quand il avait des soucis de santé, on l'entendait hurler à l'autre bout du château. C'est ce qu'on appelle l'époque de la médecine héroïque, où vous aviez autant de chances de mourir en étant soigné qu'en ne l'étant pas. Et tout ça, c'est le libéralisme. La production de richesses économiques. Et malheureusement, en même temps, d'inégalités, certes. Et le pire, c'est que je ne me considère pas comme un libéral moi-même. J'ai des affinités avec le libéralisme, j'ai une sympathie pour le libéralisme, notamment pour les raisons que je viens vous d'expliquer. Mais pour moi, le libéralisme a aussi des défauts et des limites. Notamment parce qu'il a été formulé à une époque révolue. Et il est beaucoup moins adapté à l'époque actuelle. Disons que du fait qu'il ait été pensé avec l'humain et la raison au centre, et qu'aujourd'hui on sait que la raison a ses propres limites, d'une part, peut pas tout résoudre, enfin la raison logique j'entends, et que d'autre part, on sait aujourd'hui que l'humain fait partie d'un écosystème et que s'il n'y a pas d'écosystème autour, ça va pas le faire. On ne peut pas se soucier que de l'humain. Bon bref, je reviens pas là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que je peux très bien entendre des critiques du libéralisme, j'en formule moi-même, certaines, mais là c'est inepte, c'est critiquer le libéralisme parce qu'il sort les gens de la pauvreté, alors qu'on jouit soi-même de la richesse créée par le libéralisme, sans même y contribuer d'ailleurs, puisque à part des discours, François Bégodeau n'a pas beaucoup augmenté la richesse de l'humanité. Alors certes, il se préoccupe, en tout cas en apparence, beaucoup du sort des pauvres. Je ne sais pas s'il en côtoie beaucoup dans ses salons parisiens, mais en tout cas, je ne crois pas qu'il partage leurs conditions. Et quand il dit la gauche n'a pas la supériorité morale, c'est pourtant bien sur cette base-là qu'il vient pérorer sur les plateaux. Sur la base de sa propre supériorité morale, puisqu'il prétend défendre les pauvres, les intérêts des pauvres. Et c'est bien là-dessus qu'il fonde toute sa rhétorique. Et qu'il écrase, c'est vrai, nombre de ses adversaires. En tout cas, je le redis, je l'ai jamais vu être pris en défaut. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui étudie ses adversaires et qui trouve les failles. Dans les villes marchandisées, pauvre est un stigmate, une honte pour qui le vit et qui l'observe passif. Nous affirmons que libérée du marché, la pauvreté est vivable, qu'elle est la seule voie souhaitable. La pauvreté subie est misérable, la pauvreté affirmée est glorieuse. Alors, oui, c'est vrai que être pauvre est un stigmate. Mais est-ce qu'il vaut mieux être stigmatisé dans un pays riche ou glorieux dans un pays pauvre? Je vous laisse juger. Si vous voulez des enfants et si vous voulez que l'espèce humaine se perpétue et continue l'aventure, est-ce qu'il vaut mieux devoir avaler sa fierté ou perdre la moitié de ses enfants? Et là, il dit, comme le Christ, nous sommes venus affirmer la pauvreté. Oui, mais le Christ, pourquoi il s'en fout de la pauvreté? Parce que lui, l'objectif, c'est le royaume des cieux. Alors c'est sûr, si vous croyez qu'ici, c'est juste un mauvais moment à passer, et qu'ensuite, vous arrivez dans un monde où c'est la joie éternelle, ou je ne sais quoi, et que pour atteindre ce monde imaginaire, il faut se détacher des richesses matérielles. Comme le dit et le répète dans la Bible le Christ, il faut tout abandonner pour lui. Il sera plus difficile à un riche d'atteindre le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Et ce n'est pas qu'une citation qui déformerait son propos. Ce sont tous ces actes et ces paroles qui vont dans le même sens. Et j'ai envie de dire, si vous avez les pouvoirs du Christ, que quand un enfant meurt, vous avez le pouvoir de le ressusciter, ouais, c'est sûr, être pauvre, c'est plus vraiment un problème. Sauf que, bon, voilà, vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui sont capables de faire ça?
Donc voilà, le christianisme est une religion qui part de postulats métaphysiques idéalistes dans le sens où ça postulerait que le monde ici n'est pas réel en fait, qu'il est une sorte de rêve, d'illusion dont il faudrait s'extirper grâce à l'amour inconditionnel, et qu'ensuite on accéderait au vrai monde dans lequel nous ne souffrirons plus. J'arrive pas à le dire, nous ne souffririons plus. Libre à vous de le croire. Ceci dit, moi j'ai pas vu beaucoup de chrétiens renoncer au monde matériel. Je n'ai pas vu beaucoup de chrétiens non plus répondre à la promesse du Christ qui disait que ceux qui croient vraiment pourraient être mordus par un serpent ou avaler du poison sans en subir les dégâts. Et précisément, c'est pour ça que je m'en prends à la personne, à l'être de Bégodeau, c'est que là, il s'est blessé, il est pas allé faire une prière, il n'est pas allé demander au Christ de recoller ses os. Il est allé dans un hôpital fabriqué par le libéralisme, le méchant libéralisme, qui humilie les pauvres. Donc quand il parle de « nous voulons la rendre possible, la pauvreté, en l'extirpant d'un système d'échange qui la rend impraticable, qui la rend indécente », pour moi l'indécence elle est là, dans les propos de Bégodeau. Et la honte elle est sur lui. Il n'y a pas besoin d'être pauvre pour être affligé de la honte. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Bégodeau au fond? S'il pouvait, s'il se sentait pas stigmatisé, si c'était pas honteux, il aimerait tellement être pauvre. Non, je crois pas. J'y crois pas une seconde. Et moi non plus, je suis pas fan des marchés qui nous obligent à être ultra productifs, qui mettent l'argent au centre de tout, qui ont tendance à nous faire oublier que la vie ne se limite pas à la recherche du profit. Je suis d'accord avec toute une partie de la critique envers les marchés et le libéralisme. Et d'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur le cas Luigi Maggione, le meurtrier, qui a assassiné un PDG et qui a publié un manifeste très court et très intéressant où justement il explique bien, excusez-moi le terme, mais la dégueulasserie qu'est le système de santé américain qui est dans les mains du marché. Donc je peux tout à fait entendre des critiques du libéralisme, il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, Bégodeau nous fait une crise d'égalitarisme et il perd complètement la mesure des choses. D'ailleurs, si les gens se font tellement la concurrence sur les marchés en général, c'est la plupart du temps, c'est pour assurer un avenir à leurs enfants. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, quelqu'un qui, comme lui, néglige complètement son physique, qui n'a qu'une vie éthérée, intellectuelle, une vie de moine quasiment, pourquoi pas? Moi, je n'ai rien contre ça en soi. Mais il oublie sa condition, justement, d'être physique, sa condition incarnée, il l'oublie complètement. Il part dans des abstractions qui lui font perdre pied avec la réalité. Mais du coup, la référence au Christ est tout à fait justifiée, cohérente, du moins. Donc ce genre de discours est nihiliste. C'est une impasse. Il n'y a pas de vie derrière. Et certes, le fait de sortir les gens de la pauvreté en masse leur donne accès à beaucoup plus de richesses. Donc pose des problèmes, de nouveaux problèmes, des problèmes écologiques, des problèmes d'égalité. Ok. Des problèmes d'inégalité, pardon. Donc ok pour parler de ces questions-là. Il y a un fond de vrai derrière, mais il faut pas perdre de vue le tableau d'ensemble. Et donc pour l'instant, même si le système libéral atteint très probablement ses limites, et qu'il va falloir inventer un nouveau système, il n'en reste pas moins qu'il est important de reconnaître ses mérites et ses vertus. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive certainement au bout du système libéral, notamment pour les raisons écologiques, mais aussi pour des raisons de productivité et de marché et d'inégalité, il va falloir penser à la suite. Et pour des raisons de transition démographique aussi. Aujourd'hui, on est beaucoup plus vieux en moyenne et on fait beaucoup moins d'enfants, et ça pose des nouveaux problèmes, des nouveaux défis. Donc on arrive dans le monde post-travail, on arrive dans le monde des dérèglements écologiques et dans le monde de la dénatalité. Tout ça est effectivement, en grande partie, le résultat du libéralisme. Mais, je me répète, il ne faut pas oublier d'où on vient et pourquoi on a fait tout ça. Et le sujet de cette chaîne, c'est précisément notre rapport à la technologie prise au sens large. Donc les marchés sont une technologie. Le libéralisme, quelque part, est aussi une technologie mentale, philosophique, mais aussi institutionnelle. On est en pleine adolescence technologique, qui est une période risquée, notamment avec la troisième révolution industrielle, celle des IA, la révolution numérique, qui bouleverse nos repères anthropologiques, mais on n'a pas le choix. On ne peut pas se stabiliser, comme le préconise Jean Covici, qui pense que les IA sont des gadgets. On ne peut pas décroître, pour la simple raison qu'on retournerait à cette époque de 1800 et quelques, en gros avant la machine à vapeur, si vous voulez, avant le libéralisme, parce qu'on recréerait les mêmes conditions de vie qu'à l'époque, en pire. Parce qu'à l'époque, on n'était pas 8 milliards. Donc on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on comprenne les problèmes que pose la technologie, qu'on les résolve. Et si on y parvient,
ce qui est, à mon avis, non seulement possible, mais peut-être même en bonne voie. Il y a quand même des gros efforts faits par des entrepreneurs et des intellectuels. Donc des intellectuels pas comme Bégodeau, du coup. Mais il ne faut pas croire que tout ça nous est donné est un acquis. C'est l'illusion des acquis sociaux, très prégnante en France. Comme quoi, la seule prochaine conquête de l'humanité, ça serait l'égalité. Au prétexte qu'on serait tous une grande famille. Et oui, Bégodeau n'a pas d'enfant, donc l'humanité est une grande famille de substitution pour lui, très probablement, je ne sais pas. Je suis pas dans sa tête. Mais j'insiste là-dessus, sur le fait que ce n'est peut-être pas toujours le cas de tout le monde, mais chez lui, sa condition d'être influence énormément sa pensée. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous propose une spiritualité 2.0. C'est une spiritualité où le cognitif, donc le spirituel, si vous voulez, a une place, mais le corps a aussi une place. Donc là-dedans, Bégodeau, ultra intelligent, beaucoup plus que la moyenne, avec une rente qui lui donne le temps en plus de parfaire ses outils intellectuels, tant que non pas forcément les autres, qui ne cultive pas du tout de qualité physique, son corps est à l'abandon, hein. Il n'a pas soulevé beaucoup de poids ou de briques ou de bottes de paille dans sa vie, hein, ça se voit. Et où, au niveau du social, il se contente des salons parisiens, hein, grosso modo, c'est là où on le voit le plus en tout cas. Je sais pas, peut-être qu'il va donner une partie de sa richesse dans des associations caritatives ou qu'il va distribuer la soupe populaire, peut-être. Mais en tout cas, le fait de ne pas avoir d'enfant lui libère encore plus de temps aussi. Donc c'est pour ça que je défends, et l'idée n'est pas de moi, elle vient de John Vervaeke qui parle d'écologie de pratique. Donc je défends une écologie de pratique qui équilibre les différents aspects de la vie. Et finalement, c'est grâce à lui, John Vervaeke, qui est professeur de philosophie, hein, que j'ai redécouvert le yoga, que j'ai découvert que le yoga était lui-même une écologie de pratique qui équilibrait le physique et le spirituel. Donc dans le yoga, en tout cas le yoga tel que je le comprends, le détachement par rapport au physique n'a qu'un seul but, c'est de permettre d'approfondir certaines pratiques spirituelles. Mais les pratiques spirituelles sont au service du corps en retour. Et le corps lui-même au service, alors, du monde matériel. Ici, la finance, vous pouvez mettre les compétences professionnelles, vous pouvez mettre le rapport à la matière et à la technique d'une façon générale. Mais il y a aussi la partie sociale dans le yoga d'ailleurs, c'est les yama et niyama qui sont les codes moraux des yogis. Et le code moral de Bégodeau est déformé parce que il n'a pas conservé un équilibre global entre les différentes composantes de son être. Voilà, j'en ai terminé. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, mettez la cloche, sinon vous serez pas au courant quand je mets des nouvelles vidéos. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre. Vous pouvez aussi acheter des e-books. Vous avez aussi l'e-book gratuit, la spiritualité 2.0, où j'explique ce schéma-là de manière théorique. Hein. Y a pas de pratique derrière, mais au moins ça donne des bases. Et voilà, donc pour moi, Bégodeau reste un intellectuel puissant, qui est capable de dire des choses très pertinentes et intéressantes, mais je ne perds pas de vue ce qu'il est. Et je vous invite à faire de même, c'est-à-dire que je ne défends pas la généralisation d'attaquer ce que sont les gens, bien évidemment. En premier, les arguments, mais quand on se retrouve face à ce genre d'affirmation, de raisonnement, eh bien là, il faut aussi s'autoriser à aller creuser un peu plus ce qu'il y a derrière.